Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce webinaire de présentation de l'information financière du premier trimestre 2024 de Faxiam Therapeutics. Avant de laisser la parole à Thibaut Dufayet, directeur général, et à Eric Soyer, directeur des opérations et directeur financier, je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser toutes vos questions via l'onglet « Questions » en bas à droite de votre écran. Thibaut, Eric, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous joindre à nous ce soir pour cette conférence téléphonique pour un update business et financier de Faxiam. Je suis ici avec Eric, donc le CEO, CFO de Faxiam. Bonjour à tous. Nous ferons cette présentation tous les deux et on prendra vos questions à l'issue de la présentation. Nous diffusons ce soir un communiqué de presse qui présente la mise à jour de l'activité et les résultats financiers du premier trimestre. Et ce communiqué de presse ainsi que la présentation seront disponibles sur la page Relations investisseurs de notre site. Voilà, donc comme d'habitude, j'aimerais attirer votre attention sur le disclaimer présenté pour vous rappeler que l'appel d'aujourd'hui comprend des hypothèses prospectives. Et comme vous le savez, elles sont associées à des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les délais et les résultats présentés puissent différer considérablement. Voilà, donc nous vous proposons comme agenda un point rapide sur l'activité, notamment d'un point de vue développement clinique. Eric commentera l'information financière du premier trimestre et quelques perspectives associées aux catalystes et news flow attendus pour Faxiam. Voilà. Donc le premier point, je voudrais revenir sur notre stratégie de développement clinique que vous connaissez, donc tout le recentrage qui a été opéré ces dernières années, 2024, dans le cadre du rapprochement avec Eritech, je parle de la société Faxiam, donc a consisté à travailler, à recentrer notre stratégie clinique sur des indications à forte valeur ajoutée, associées à un fort taux de mortalité, à un impact budgétaire important, permettant de revendiquer à terme des prix élevés. Le deuxième point qui est fondamental, c'est d'accélérer notre chemin de développement vers l'enregistrement, et notamment dans cette indication des infections ostéo-articulaires, PGI, notamment au travers du lancement de cette première étude de phase 2 randomisée, cette étude globale sur laquelle je vais revenir et dont nous préparons le lancement dans les mois qui viennent. Au travers du lancement de cette étude, c'est également la capacité que nous avons à capitaliser en Europe sur un potentiel accès précoce qui nous permettrait d'envisager une commercialisation plus précoce dans certains pays européens. Et ça, c'est un élément majeur de notre stratégie pour aller donc le plus vite possible vers le marché. En parallèle, effectivement, il y a la diversification de notre portefeuille au sein de notre programme Staphylococcus aureus, qui est notre programme le plus stratégique dans d'autres indications, des infections, des infections liées aux endocardites, des infections liées à l'ulcère du pied diabétique, mais également dans d'autres programmes qui permettent de viser d'autres pathogènes. Et j'y reviendrai. Donc, il y a aussi cet enjeu de diversification, et qui s'appuie sur cette première indication PGI qui a vocation à être enregistrée dans des délais relativement courts. Voilà, donc ça c'est le premier point. Et comme je l'avais fait la dernière fois, il me semble important de rappeler en quoi cette indication clinique que sont les infections ostéo-articulaires est l'indication stratégique pour Faxiam. On a parlé d'attractivité, donc c'est une indication qui a un niveau d'incidence relativement élevé. Aujourd'hui, entre les États-Unis et l'Europe, on parle de 50 à 60 000 patients par an, mais surtout associé à une charge économique qui est importante. Vous voyez, le coût des traitements, des standards of care est élevé. Donc aujourd'hui, on a la capacité potentiellement à se positionner sur cette indication à valeur ajoutée pour revendiquer ces prix élevés, puisque l'impact budgétaire des traitements, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, sont très élevés. Il y a un besoin médical qui est important, qui est avéré, la mortalité à 5 ans, le fait que le traitement de référence, qui est le DAIR, le débridement, est aujourd'hui insuffisant, avec une efficacité de l'ordre de 50%. Donc il y a une marge de progrès clinique, de bénéfice clinique qui est important. Voilà. Le troisième point qui est fondamental, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui
on oriente de façon privilégiée nos développements dans cette indication, c'est que la position compétitive de Faxiam est élevée. Aujourd'hui, nous avons un leadership clair dans cette indication où nous estimons que nous avons une avance de l'ordre de 18 à 24 mois que nos concurrents, notamment américains. APT a suspendu son développement avant de le reprendre. Armata est moins avancé que nous. Donc nous sommes légitimement aujourd'hui le premier acteur susceptible d'enregistrer des phages dans cette indication et potentiellement à bénéficier de l'accès précoce dont je parlais. Le quatrième point est aussi fondamental, c'est-à-dire que nous considérons que c'est l'indication dans laquelle la probabilité de succès de la phagothérapie est la plus élevée. Et j'insiste souvent sur ce point. Dérisquer, grâce à l'ensemble des traitements compassionnels que nous avons menés ces 3 dernières années, et notamment dans cette indication pour laquelle nous avons démontré un bénéfice clinique évident et qui est élevé, sur lequel je vais revenir, mais également au travers de la voie d'administration. Cette voie d'administration locale est beaucoup moins risquée qu'une voie d'administration intraveineuse, qu'une voie d'administration par nébulisation, par exemple. Donc on a la garantie que le virus est au contact de la bactérie. Donc pour tous ces éléments, nous considérons que les infections ostéo-articulaires sont probablement la meilleure indication pour démontrer la preuve de concept de la phagothérapie. Voilà. Voilà. Et fort de la position compétitive que nous avons, nous considérons que nous sommes un acteur de premier plan positionné dans cet environnement. Voilà. Au-delà des PGI, je voulais revenir aussi sur des résultats que vous connaissez, mais qui sont fondamentaux. J'ai fait allusion à ces données compassionnelles. Quand on regarde aujourd'hui les 77 premiers patients que nous avions traités, évalués, puisque nous avons traité aujourd'hui plus d'une centaine de patients compassionnels, dans l'indication PGI, vous voyez que aussi bien pour le Staphylococcus aureus que sur le programme sur des phages Pseudomonas, nous avons un niveau de contrôle de l'infection très élevé pour ces patients difficiles à traiter, dits hard to treat, beaucoup plus avancés que les traitements, les patients que nous allons cibler. Donc ces données de vie réelle nous confortent dans le choix de cette indication et permettent de dérisquer les développements que nous menons. Voilà, donc je voulais revenir sur notre portefeuille clinique. Donc depuis le dernier update, je vais revenir sur ces points. Les éléments nouveaux, c'est qu'effectivement dans ce programme Staph aureus pour notre indication stratégique qui est PGI, nous travaillons à la préparation de l'étude Gloria, cette phase 2 globale. Je vais y revenir. Le deuxième point, c'est que la deuxième étude, la phase 1 de pharmacocinétique dans les endocardites infectieuses, cette étude a été lancée au mois d'avril, avec un premier patient et avec des résultats attendus dans les mois qui viennent. Ce sont les deux éléments importants nouveaux sur lesquels je vais revenir. Alors, notre étude globale dans les infections ostéo-articulaires, l'étude Gloria. Donc, il s'agit bien d'une étude de preuve de concept globale, multicentrique, randomisée, une étude de 100 patients pour des patients souffrant effectivement d'infections ostéo-articulaires de la hanche et du genou. Donc, nos phages seront combinés aux antibiotiques. Je rappelle que quel est le rationnel de cette indication? Bien évidemment, c'est une indication à forte valeur ajoutée et qui a pour l'enregistrement et qui est cohérente avec la stratégie dont je viens de parler. Je rappelle également que nous avons eu des interactions en fin d'année 2023 avec les autorités réglementaires, l'IME et la FDA, dans le cadre d'un pré-IND. Donc, nous avons déjà pas mal interagi avec ces autorités pour préparer le design, le protocole de cette étude et donc son déploiement. Elle est confortée par les données de vie réelle dont je viens de parler, par les données cliniques de notre étude Phagodaire que nous délivrerons en fin d'année 2024. Et également aussi, un point important, c'est dire que cette étude va viser une population cible différente de celle de Phagodaire, beaucoup plus large, 5 à 6 fois plus large, parce que l'étude Phagodaire était une étude pilote, je rappelle, qui ciblait essentiellement des patients ayant un débridement tardif, c'est-à-dire, voilà,
et pour lesquels les phages sont administrés trois mois après ce débridement. Dans l'étude Gloria, nous allons envisager une population plus large parce que nous allons intégrer l'ensemble des patients dits early DAIR, donc pour lesquels le phage peut être administré en concomitance ou dans un délai très court après le DAIR. Et cette population représente près de 80% des patients. Donc voilà, donc on va beaucoup élargir la population cible. Cette étude Gloria, depuis le dernier point, on a beaucoup avancé puisque l'ensemble de nos ressources aujourd'hui sont mobilisées à la préparation de cette étude. Je rappelle qu'on a eu des retours positifs et cohérents de la part de la FDA et de l'IMA. Notre objectif aujourd'hui est de déposer les dossiers réglementaires pour faire valider l'étude aux États-Unis et en Europe entre juillet et août, puis en Angleterre au mois de septembre. Notre objectif est d'avoir une validation de cette étude au 4e trimestre, notamment aux États-Unis d'abord, puisque les délais d'évaluation sont plus courts, et également en Europe. L'Angleterre validera probablement un petit peu plus tard cette étude. Nous travaillons aujourd'hui à la sélection d'une CRO globale. L'objectif est d'avoir contractualisé avec cette CRO début juin au plus tard. Nous travaillons également à sélectionner les sites dans le cadre d'une étude de faisabilité. On envisage aujourd'hui d'intégrer une quarantaine de sites en France, en Espagne, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie, en Angleterre et aux États-Unis pour couvrir largement l'Europe, fort de toutes les connaissances acquises dans l'étude Phagodaire. Et je rappelle que l'étude Phagodaire, nous avons aujourd'hui des sites qui ont été ouverts en Espagne, aux Pays-Bas, en Allemagne. Voilà, le lancement de l'étude est prévu au premier trimestre 2025 avec des résultats cliniques attendus au cours du second semestre 2026. Voilà, donc d'un point de vue purement opérationnel, aujourd'hui, nos avancées sont conformes aux objectifs qu'on s'est fixés pour être prêts à lancer l'étude en début d'année 2025. Concernant l'autre étude importante sponsorisée par Faxiam, l'étude dans les endocardites infectieuses. Donc, je rappelle que nous avons inclus le premier patient en avril et que nous attendons des résultats préliminaires à la fin du 3e trimestre 2024 et des résultats finaux pour cette étude au premier trimestre 2025. C'est une étude qui va nous donner effectivement beaucoup d'informations sur le positionnement clinique des endocardites, dont je rappelle que le taux de mortalité est de l'ordre de 30 à 40%, donc c'est un enjeu vital aujourd'hui et qui correspond tout à fait au positionnement stratégique qu'on veut avoir, mais elle va surtout délivrer beaucoup d'informations sur cette voie que nous investiguons, qui est la voie intraveineuse, nous permettant de considérer aujourd'hui des positionnements cliniques dans d'autres indications, comme peut l'être la bactériémie, par exemple. Voilà, donc cette étude est lancée, c'est une étude sponsorisée et stratégique pour nous au sein de notre programme le plus stratégique. Deux autres études complémentaires auxquelles je voulais faire allusion. La phase 2 qui vise les ulcères du pied diabétique. Donc, c'est une étude qui a été validée par la NSM en février 2024. C'est une étude qui est conduite dans le cadre d'un PHRC, donc qui n'est pas sponsorisée par Faxiam, mais c'est une vraie étude de preuve de concept de 60 patients, une phase 2 de preuve de concept, menée dans 11 sites français. Alors, voilà, ces sites sont en train d'être activés aujourd'hui. Donc, on anticipe aujourd'hui l'inclusion d'un premier patient à court terme. Voilà. Et la dernière étude à laquelle je voulais faire allusion, c'est une étude dans un autre programme, le programme ECOLI, dans les infections urinaires complexes, à nouveau une phase 1 de pharmacocinétique qui a vocation aussi à démontrer finalement la robustesse et la versatilité de notre plateforme dans d'autres programmes qui visent d'autres pathogènes, donc en l'occurrence E. coli. Et cette étude a été récemment validée par la NSM, donc au mois de mai. Donc c'est une option complémentaire que nous aurons. Aujourd'hui, cette étude dépendra aussi de notre marge de manœuvre financière, mais on a aussi un développement
qui est prêt et qui, voilà, dans le cadre aussi d'un partenariat avec la BPI, hein, qui nous permet d'envisager quelques options. Mais voilà, donc je voulais, d'un point de vue clinique, voilà les éléments nouveaux auxquels je voulais faire allusion, et je passe la parole à Eric. Merci Thibaut. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Je commence par faire un point financier bref pour aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est évidemment la trésorerie de la société qui s'établissait au 31 mars 2024 à 5,8 millions d'euros. Donc, cela représente une consommation nette de trésorerie sur le premier trimestre de 2024 de 4,5 millions d'euros, consacrée essentiellement aux activités de développement clinique et réglementaire dans les programmes que Thibaut vient de détailler. Cela donc représente un horizon de cash de la société confirmé à cet été, en août 2024. Et bien entendu, nous sommes en train de travailler activement à plusieurs solutions de refinancement et de renforcement de nos structures financières afin de continuer à accélérer nos activités de développement, à commencer par l'étude Gloria que Thibaut nous a décrit il y a un instant. Nous passons à la slide suivante pour rappeler les principales étapes de développement attendues dans les 18 prochains mois et le news flow associé. Avec au premier semestre de cette année 2024, donc Thibaut vient de le mentionner, on a recruté le premier patient dans l'étude de phase 1 de pharmacocinétique pour les endocardites infectieuses. Au premier semestre de cette année également, nous attendons le démarrage de l'étude sur l'ulcère du pied diabétique. Thibaut a rappelé que c'est une étude qui est conduite par un investigateur, donc ce seront eux qui en régleront le timing, mais nous pensons que le recrutement est vraiment à court terme dans cette étude-là. Dans les mois à venir, donc s'agissant de l'étude Gloria, donc l'étude de phase 2 dans les infections ostéo-articulaires, Thibaut en a décrit la structure et les attendus. Cet été, nous avons déjà démarré les premières phases réglementaires. Nous attendons une approbation ou désapprobation réglementaire dans cette étude à la fin de l'année pour pouvoir recruter un peu de patients et donc rentrer dans la phase active de cette étude au premier trimestre de l'année prochaine, donc 2025. En parallèle et dans le même temps, nous ferons la transition dans de l'étude Fagoder vers cette nouvelle étude Gloria, et donc nous aurons les données cliniques disponibles de l'étude Fagoder sur la fin de l'année 2024. Sur le programme endocardite, donc premier patient recruté en avril cette année, les premières données, les données intermédiaires de la première cohorte de patients sont attendues cet été 2024, donc dans quelques mois, et la fin de l'étude et les données finales de l'étude sont attendues au premier semestre 2025. Enfin, peut-être pour conclure, donc une dernière slide pour vous rappeler les messages clés à retenir. Le premier, Thibaut a démarré par ça, c'est l'ambition stratégique de la société, de Faxiam, qui est concentrée essentiellement sur les indications à forte valeur dans les infections sévères et résistantes. On pense bien entendu en premier lieu aux infections ostéo-articulaires du genou et de la hanche et aux endocardites infectieuses, donc qui sont les deux études les plus actives à ce stade. Notamment dans les infections ostéo-articulaires où nous avons une position concurrentielle privilégiée, très forte, en avance. Et cette avance, nous comptons bien la garder, et cela passe par le lancement de la phase 2 globale. Par global, il faut entendre Europe et US, l'étude qu'on appelle Gloria, dont la phase active avec le recrutement des premiers patients est prévue au premier trimestre de 2025. Voilà. Et je viens d'en parler, nous avons dans les prochains mois plusieurs catalyseurs cliniques et réglementaires liés aux activités de développement de la société dans ces programmes prioritaires qui sont attendus dans les tout prochains mois et qui évidemment devraient contribuer à soutenir et à créer de la valeur pour la société. J'en ai terminé. Je pense que Nicolas, c'est vous qui allez reprendre la main pour animer une question-réponse. Tout à fait. Merci beaucoup Eric, merci beaucoup Thibaut.
Avant d'entamer la session de questions-réponses, je tiens à rappeler à l'ensemble des participants que vous avez la possibilité de poser vos questions via l'onglet « Questions » en bas à droite de votre écran. On a déjà quelques questions de poser. La première concerne les traitements compassionnels. Ceux-ci sont-ils et où seront-ils facturés? Alors, je peux peut-être prendre la question. Alors, aujourd'hui, les traitements compassionnels en tant que tels ne sont pas facturés. En revanche, nous avons obtenu, il y a 18 mois, de la part de l'ANSM, une première validation réglementaire qu'on appelle les AAC, qui veut dire en français autorisation d'accès compassionnel, qui sont les anciennes ATU, c'est qu'on appelait les autorisations temporaires d'utilisation, traitements qui, eux, sont facturés. Effectivement. Donc aujourd'hui, il y a deux types finalement de traitements en vie réelle. Il y a des traitements compassionnels quand l'AAC n'existe pas. Mais pour tous les traitements pour lesquels qui relèvent d'une AAC, donc l'AAC qui a été validée aujourd'hui par la NSM, c'est celle qui relève des infections osteoarticulaires pour le staphylocoque doré. Voilà. Donc toutes celles qui relèvent de ce positionnement clinique sont facturées et c'est ce qui permet aujourd'hui à Faxiam de générer un chiffre d'affaires qui n'est pas un modèle commercial, mais qui permet progressivement, d'abord qui progresse, et qui permet de supporter une partie de ses coûts fixes. Voilà. Merci beaucoup Thibaut. Dans le prolongement de cette première question sur les traitements compassionnels, est-ce que vous pourriez nous détailler les signaux d'activité prometteurs issus de ceux-ci en vie réelle, sur lesquels vous comptez capitaliser en vue de votre étude mondiale de phase 2 dans la PGI? Alors, il me semble qu'avoir un petit peu illustré ce point dans un des slides, je vais peut-être remettre à l'écran. Attendez, hop. Voilà. Aujourd'hui, les données dont on bénéficie, qui relèvent des 100 patients traités, qui combinent ici des patients dits compassionnels ou sous AAC, parce que finalement on les agrège. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Ces patients relèvent de différentes indications. La majorité d'entre eux relèvent des infections osteoarticulaires et nous avons quelques patients dans les endocardites infectieuses ou des infections liées à l'ulcère du pied diabétique. Donc les données sur lesquelles on capitalise pour notre développement en PGI, notamment en plus de l'étude Fagoder qui va délivrer des résultats, ce sont ces données compassionnelles qui relèvent de ces patients PGI qui sont à l'écran. Donc on parle ici à nouveau d'un taux de contrôle à 3 mois de l'infection qui est de 80%. Le taux de contrôle, c'est effectivement le fait qu'à 3 mois, on ne puisse pas identifier de bactéries présentes dans la souche du patient. Voilà. Donc voilà, ce sont quand on parle, j'espère répondre à la question. Voilà, nous capitalisons sur ces données issues de ces données de ces patients sous AAC et compassionnels. Et on peut peut-être rappeler, Thibaut, tu l'as dit tout à l'heure, que ces patients-là qui sont sous traitement compassionnel, soit sous statut compassionnel, soit sous statut AAC, ce sont des patients qui sont, par définition, très avancés dans leur infection, donc très difficiles à traiter. Exactement. Donc ce qui souligne d'autant plus les signaux cliniques prometteurs que nous avons, c'est que tenir 80% de contrôle à 3 mois pour ces patients-là, qui sont des patients qui sont déjà en échec de 2e ou 3e ligne antibiotique, c'est très encourageant. Absolument. Merci beaucoup à vous deux. Autre question que nous avons, je pense qu'elle a trait à la slide de perspective que vous avez présentée, Eric. Quid des autres PHRC, notamment Phagos et Fifaneb? Je crois que ça se dit comme ça. Alors, oui, je peux prendre là. Donc, alors, l'étude Piofaneb, effectivement, c'est un autre PHRC important sur lequel nous travaillons. J'ai pas présenté d'avancée puisqu'il n'y a pas de points différents finalement de l'update que nous avons fait il y a quelques mois, mais bien sûr l'étude Piofaneb reste une étude importante. Je rappelle qu'elle va nous permettre d'engager un autre programme autour d'un autre pathogène fondamental qui est pseudo-aeruginosa, donc des infections respiratoires, et qui vise
et qui vise les pneumopathies induites par les ventilations. C'est une étude de 180 patients, une phase 2 de preuve de concept, contrôlée, randomisée. Donc, vous voyez qu'il y a une énorme valeur pour nous. Et je rappelle que cette étude, étant dans le cadre d'un PHRC, n'est pas financée par Faxiam. Nous ne sommes pas le sponsor. C'est-à-dire que nous n'avons pas les coûts à engager pour lancer cette étude. En revanche, nous avons pré-négocié avec la PHP aujourd'hui, dans le cadre des discussions contractuelles qui sont maintenant finalisées, la capacité à avoir accès aux données cliniques et à reprendre le développement. Ça, c'est un élément fondamental. Donc, l'étude n'est pas commencée, mais les conditions de rachat des données cliniques sont déjà pré-négociées. C'est une étude aujourd'hui qui commencera au premier semestre 2025 uniquement. Voilà. Il se trouve que c'est une étude qui a été un petit peu décalée en raison voilà, de la mise en place de cette étude dans le cadre de la PHP et de l'ensemble des sites. La limite de ces études, c'est pour ça que souvent on a tendance à moins en parler, elles vont générer des données cliniques importantes pour nous, mais nous les contrôlons moins d'un point de vue planning. Ça, c'est pour l'étude Piofaneb. L'étude Phagos avance également. Je rappelle que cette étude Phagos est une étude qui vise à utiliser nos phages Staphylococcus aureus, non pas pour des patients qui auraient eu un DAIR, un débridement dans le cadre d'infections osteoarticulaires, mais pour lesquels les patients auraient eu un changement de prothèse. Donc voilà, c'est une étude également qui s'inscrit dans le cadre d'un PHRC. Voilà, et les discussions avancent, mais sont plus complexes à mettre en œuvre d'un point de vue contractuel avec les sites considérés. Mais c'est une étude qui a une moindre valeur stratégique pour Faxiam. Voilà, donc j'espère avoir répondu sur ces deux études. Merci beaucoup Thibaut. Je me permets de revenir sur les traitements AAC. Nous avons une autre question là-dessus. Y a-t-il un CA significatif envisagé sur ces traitements? Eric, tu veux prendre? Oui. Alors, Thibaut l'a dit tout à l'heure, on ne fonde pas notre modèle de développement économique et commercial sur les AAC. Les AAC en 2023, c'est un chiffre d'affaires qui est un peu inférieur à 1 million d'euros, qui sera un peu supérieur à 1 million d'euros en 2024, donc c'est en progression légère. Ça a plusieurs avantages. Bon, évidemment, outre le fait que ça contribue à couvrir une partie de nos frais fixes, c'est important, mais c'est aussi, et surtout, la vraie valeur, elle est dans l'acculturation du monde médical et clinique à l'utilisation de ces phages et de commencer à utiliser en vie réelle, avec des patients qui souffrent d'infections sévères, nos phages qui sont déjà utilisés au-delà même des essais cliniques contrôlés et tout à fait randomisés. Donc il y a une valeur clinique d'acculturation du marché et de la communauté médicale au-delà effectivement de la valeur économique, avec un chiffre d'affaires qui est en progression constante et légère aujourd'hui autour d'1 million d'euros. Merci beaucoup Eric. Autre question que nous avons reçue, cette fois-ci concernant l'étude de phase 2 que vous prévoyez. En quoi celle-ci pourrait faire l'objet d'un Early Access Pathway en Europe et quid d'un Fast Track aux États-Unis? Eric, je peux peut-être prendre celle-là. Donc, l'Early Access Pathway, il est lié au fait que dans cette indication, nous ayons obtenu cette première validation réglementaire qui est l'AAC et qui en plus effectivement de l'opportunité d'une facturation, nous rend éligibles à ce processus réglementaire accéléré d'accès précoce. Donc c'est vraiment cette validation réglementaire d'AAC, elle a une valeur stratégique fondamentale. Donc cet accès précoce concerne une bonne partie des gros pays européens, mais pas l'ensemble d'entre eux. Donc c'est-à-dire que ce qu'on envisage, c'est que pour ceux pour lesquels on ne pourrait pas bénéficier d'un accès précoce, on pourrait lancer un autre processus réglementaire qui s'appelle un Conditional Market Approval en Europe, sur la base des données cliniques d'une phase 2 de preuve de concept contrôlée randomisée. Dans cette étude, on prend le soin aussi d'intégrer dès le départ
des éléments de nature pharmacoéconomique pour être capable aussi, dans le cadre des interactions qu'on pourrait avoir avec les HTA, c'est-à-dire l'HAS en France ou le NICE en Angleterre, être capable de démontrer l'évidence pharmacoéconomique. Parce que c'est vrai que à un early access est associé une problématique de négociation de prix. Il faut être capable de le faire. Donc, dans notre protocole aujourd'hui de Gloria, on est en train d'intégrer tous ces éléments. Et pour compléter la réponse, au-delà de l'Europe pour les États-Unis, il est clair que ce processus réglementaire valable en Europe n'est pas valable aux États-Unis. Il y a d'autres processus que nous pourrions envisager. Le fast track en est un. Voilà. Donc aujourd'hui, on est moins avancé sur ce sujet, mais il est clair que nous pourrions tout à fait envisager un processus analogue aux États-Unis. Merci beaucoup Thibaut. Nous avons reçu plusieurs questions concernant la fusion entre Ferrecides et Erytech. Je me permets de vous les synthétiser. Quid de l'héritage d'Erytech aujourd'hui et qu'en est-il du maintien des programmes antérieurs à cette fusion? Les programmes Erytech, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, moi, je commence par la deuxième question. Aujourd'hui, les programmes Erytech, évidemment, ils sont arrêtés depuis déjà 2 ans. Donc, il n'y a plus de programme Erytech sur la technologie d'encapsulation d'enzymes dans les globules rouges. Il reste un peu de propriété intellectuelle sur le sujet qui n'a pas été validé par des essais cliniques, mais qui peut intéresser quelques acteurs, et nous avons quelques discussions sur ce sujet. Pour revenir sur la fusion d'Erytech et de Ferrecides, bon, moi, ça commence à être de l'histoire ancienne, maintenant c'est Faxiam. L'intégration c'est remarquablement bien passée, je dirais. Toutes les équipes sont aujourd'hui, je dirais, sous une seule bannière, Faxiam, dans un seul lieu, à Lyon, qui profite, je dirais, non seulement des expertises des 2 sociétés, donc de Ferrecides et d'Erytech, puisque Erytech a des expertises et des compétences fortes en développement clinique, en affaires réglementaires, en recherche et développement. Et donc aujourd'hui, ces compétences s'exercent sur une autre plateforme thérapeutique dans les phages, et plus évidemment sur encapsulation dans les globules rouges, mais on continue à capitaliser très fortement sur ces compétences. Absolument. Et si je peux peut-être ajouter un exemple, l'héritage d'Erytech a été excessivement utile à la structure Faxiam. C'est-à-dire que, vous voyez, je pense que sans les compétences et l'expertise d'Erytech, Faxiam n'aurait pas pu accélérer le plan clinique comme nous l'avons fait. Hein, je rappelle que cette étude Gloria que nous préparons, l'étape préalable a été finalement de préparer des interactions réglementaires avec les autorités, avec l'IME, mais également avec la FDA. Et Ferrecides n'avait aucune expérience d'interaction préalable avec la FDA, ce qui n'était pas du tout le cas d'Erytech. Donc ce prix IND qu'on a organisé en fin d'année, c'est grâce à cet héritage qui est aujourd'hui un vrai actif pour Faxiam et qui nous permet aujourd'hui justement d'envisager cette accélération de notre stratégie clinique. Voilà. Je le vois aussi d'un point de vue compétence et expertise. Merci beaucoup à vous deux. On a reçu aussi beaucoup de questions concernant la trésorerie. Je me permets donc aussi de les synthétiser. En gros, quelles sont les pistes de financement à l'étude d'ici août? Alors, comme je l'ai dit, nous y travaillons activement, donc c'est pas le lieu tout de suite ni en détail, mais on a plusieurs fronts sur du financement à la fois en classique, en capitaux propres, mais nous travaillons également sur plusieurs dossiers de financement sous forme de financement non dilutif, subventions, avances remboursables avec plusieurs organismes français et européens. Merci beaucoup Eric. Je crois que nous avons fait le tour des questions. Si nous n'avons pas d'autres questions, Thibaut, Eric, je vous laisse le mot de la fin. Merci Alban. Donc juste depuis un an,
Si on fait un petit peu le bilan de Faxiam, puisque Faxiam a presque un an, la fusion a été validée au mois de juin 2023. C'est vrai que cette année a été mise à profit et elle a permis de recentrer la stratégie clinique de Faxiam et surtout de l'accélérer, comme je le disais à l'instant, d'accélérer sur des indications dans lesquelles j'ai à valeur ajoutée, mais dans lesquelles surtout Faxiam a une position compétitive forte. Et c'est vrai que si on fait un peu le bilan, en l'espace d'une année, et je pense que c'est aussi le fruit de ce rapprochement, Faxiam est devenu un acteur incontournable en Europe aujourd'hui de la phagothérapie, un acteur de référence et qui est quand même, qui est aujourd'hui bien placé pour aborder, je dirais, les 18 à 24 mois qui viennent, pour pouvoir générer des catalyseurs créateurs de valeur à la fois pour les patients, au travers de toutes les données qu'on va générer, et l'ensemble des actionnaires. Voilà, et je pense que, parce qu'il est un peu temps maintenant aussi de faire le bilan de cette année. Voilà, et donc aujourd'hui, l'entreprise a changé d'échelle dans ce champ de la phagothérapie. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Bonsoir.